Salut à tous, bienvenue dans cet épisode pilote du O79, ça s'appelle O Studio, on a un studio magnifique, flambant neuf, grâce à Fabien, chercheur d'images d'ailleurs, qui réside au O79. Salut Candice. Salut JB. Ça va? Ça va super. Dans ce premier épisode, on va vous proposer différentes thématiques propres au lieu. On va parler d'une grande aventure numérique, on va parler de l'esprit maker, on va parler avec des jeunes habitants du O79 et on va faire le tour un peu de l'actualité du tiers-lieu de Chambéry. On y va? Allez. Shifumi. Yes. Pour notre première invitée, Candice, on va parler d'une application dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Stop Covid. Yes, Stop Covid. Mais est-ce que tu savais qu'une entreprise chambérienne avait participé à la construction de cette appli? Non, pas du tout. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben on reçoit Olivier Berny, cofondateur de Lunabi Studio, qui a accepté de répondre à nos questions. On est avec Olivier. Merci Olivier d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce premier numéro du O Studio. Toi Olivier, tu es cofondateur de Lunabi Studio qui existe depuis 2011 et implanté à Chambéry. Et c'est une boîte spécialisée dans le développement d'applications mobiles sur des OS que l'on connaît, iOS et Android. Avant d'aborder la question un peu qu'on avait envie de te poser sur le développement de Stop Covid et l'implication de Lunabi, est-ce que tu peux nous reparler de ton parcours et de la création de Lunabi Studio? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, on a cofondé Lunabi Studio en 2011. À l'époque, on a commencé même de développer des applications mobiles un peu avant ça, en 2009. À l'époque, les App Store venaient de sortir et c'était pas du tout gagné que ça ait le succès qu'on sait aujourd'hui. Mais on avait cette conviction, puis on était des fans de Apple, donc avec Grégory Luciana et Thomas Jossoin, mes deux associés. En bon fan de Apple, on avait les premiers iPhones, etc. Et puis quand on a vu les premières apps sortir, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et donc on a commencé de développer des petites applications pour les filles de Grégory Luciana, qui avaient 1 an et demi et 3 ans à l'époque, vraiment des tout petites, des bricoles, quoi. Mais on les a mises sur l'App Store d'Apple. À l'époque, il y avait même pas 10 000 applications sur l'App Store. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Et du coup, en fait, on en a vendu, quoi. Et quelque part, c'était un petit miracle, en fait. Je veux dire, c'était pas du tout gagné qu'on puisse vendre des logiciels de cette façon-là. C'était un business model qui était totalement novateur. Et donc, on s'est dit, mais il y a peut-être quand même possibilité de faire une boîte autour de ça. Et c'est là qu'on a décidé effectivement de lancer Lunabi Studio. Et donc, on a développé pendant un certain temps notre première application un peu costaud qui s'appelle OneSafe, qui est un gestionnaire de mots de passe. Ouais. Et puis, donc, on a créé la société en 2011. Et on a lancé OneSafe et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, après en termes de parcours, donc on a commencé, on était éditeur de nos propres applications, c'est-à-dire qu'on les fabriquait, puis on les mettait sur le store, on les marketait, etc. On faisait tout ce qui va autour de la vie d'une application mobile. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait avant tout, c'était de fabriquer les applications mobiles. Et c'est pour ça qu'en 2014, en fait, on a un petit peu, on a restreint notre activité au sens où on ne fait plus que du développement, de la création et de la conception d'applications mobiles pour d'autres entreprises, en fait. D'accord. C'est pour ça que le nom de la boîte, c'est Lunabi Studio, parce que réellement, on est un studio de développement d'applications mobiles. Okay. Et dans le monde du développement aussi, vous avez lancé les Meetup Google, vous êtes à l'initiative du lancement des Meetup Google, Candice. Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Du coup, les Google Developer Groups, donc c'est des regroupements de personnes qui sont intéressées par les technologies et plateformes de Google. Et donc de Google Developer Groups Alps, c'est d'organiser donc des événements de manière régulière, donc des conférences sur les technologies mobiles, Google, Web, Cloud, des apéros aussi autour de certains sujets, des concours comme les hackathons. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Donc en fait, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que nous, on est passionnés par ce qu'on fait. On est passionné par le développement d'applications mobiles et puis on est aussi passionné globalement par la technologie, on est des geeks. Ouais. Et en tant que, il faut venir au GDG. Hein. On viendra. Avec plaisir. Et donc en tant que geek, comme tout passionné d'un sujet, on aime bien partager avec d'autres passionnés. Bien sûr, ouais. Et c'est vraiment le but du GDG. Ce qu'on aime particulièrement dans ce concept de GDG, donc, qui veut dire Google Developer Group, c'est que justement ça ne se cantonne pas aux technologies Google.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment de partager sur différents sujets. Et typiquement, on a organisé récemment des GDG qui parlaient d'intelligence artificielle. Donc, pour technologie pour laquelle Google propose des choses, mais d'autres. Et notamment, il y a des speakers qui venaient parler de la techno concurrente de Facebook et ce n'était pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout un problème pour Google. L'idée, c'est vraiment plus de partager entre geeks, de se refiler des bons tuyaux, etc. Et puis, qui dit partage, dit convivialité. Et qui dit convivialité, dit un petit peu de bière locale, ça ne fait pas de mal, etc. On va y recevoir. Hein. D'ailleurs, pour le prochain meet-up, on peut accueillir au 119, la porte est ouverte. Voilà. Et mais on en a fait un il y a 2 mois ici. Voilà, c'était effectivement, on aime bien changer de lieu aussi. Oui. Donc on a changé de bureau récemment et c'est vrai qu'on a maintenant la place d'accueillir pas mal de monde, mais on aime bien justement que ça change. Donc on en a organisé ici, on en a organisé au Hub également à Challes-les-Eaux et puis chez nous. Et puis s'il y a d'autres lieux qui souhaitent organiser des GDG, c'est avec plaisir qu'on... Bon, on retient. Et on va parler actualité parce que Lunabi fait parler de lui dans l'actualité avec l'application Stop Covid dans laquelle vous êtes impliqué. Et la question nous qu'on se posait avec Candice, c'est comment une entreprise chambérienne située entre lac et montagne, etc., bien cachée, enfin entre guillemets, comment une petite entreprise comme Lunabi se retrouve embarquée dans une aventure aussi soudaine qu'une application comme Stop Covid? Alors, en fait, c'est assez simple. Mais d'abord, il ne faut pas dire une petite entreprise chambérienne, il faut dire une petite société chambérienne. Je dis ça, c'est pour la blague, mais en fait, donc on a été effectivement interviewé pour le 20h de TF1 et pour le 20h de France 2. Et les journalistes, coup sur coup, n'ont pas cité Lunabi Studio, ils ont simplement dit une petite société chambérienne. Ouais. Okay. Donc, nous avons pris le nom de domaine, unepetitesociétéchambérienne.com. Et si vous allez dessus, vous allez tomber sur le site web de Lunabi Studio. C'est vrai? C'est vrai. Ah ouais, carrément, d'accord. Ah ouais, bien sûr. Ah non, mais tout ce que je dis est vrai. Hein. Non, mais on y croit. Donc, comment Lunabi Studio se retrouve dans une aventure que... Alors, donc comment Lunabi Studio... Alors, en fait c'est assez marrant, mais donc... on fait des apps et ce qui nous intéresse, donc on fait des apps depuis longtemps, quasiment depuis que les apps existent, et vraiment ce qui nous intéresse dans le fait de faire des apps, c'est que, en fin de compte, on est tellement intime de notre smartphone. Je veux dire, tout le monde va se coucher en mettant son smartphone sur sa table de nuit. Le matin, c'est le premier objet avec lequel vous interagissez. Donc on est tellement intime de notre smartphone que notre conviction, c'est que le smartphone a le pouvoir d'avoir un impact sur le quotidien des gens, vraiment, un impact important. Et donc c'est ça qui nous anime en fait. Ce qui nous anime, c'est que via les applications mobiles, on peut avoir un impact sur le quotidien des gens. Et donc, ceci étant dit, au début du confinement, quand on voit ce qui se passe, etc., et on réfléchit un petit peu quand même à quel rôle on pourrait jouer et quelle pierre on pourrait apporter dans le cadre de la lutte globalement contre le coronavirus. Donc on se pose un petit peu cette question. Il se trouve que j'ai vécu 7 ans à Singapour et qu'à ce moment-là, Singapour a sorti une application qui s'appelle Trace Together et qui fait exactement ce que fait Stop Covid. D'accord. À quelques détails près, mais globalement, c'est une application de tracing Bluetooth. Et donc, là, ça fait tilt quoi. Exactement. En fait, donc il y a eu plusieurs faisceaux de ce type-là. Donc vraiment, ça a fait tilt. On s'est dit, bon sang, mais oui, il faut faire ça, c'est sûr. Même si on n'est pas épidémio et qu'on n'avait absolument aucune idée de savoir si le truc était super efficace ou c'était juste un gadget. La réalité, je pense que c'est évidemment, c'est entre les deux. Et puis ça dépend des nombres d'utilisateurs. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais globalement, on s'est dit, il faut faire ça. Et donc une fois qu'on a fait ce constat, et là en termes de temporalité, on est à combien de temps après le début du confinement? On est autour de la dernière semaine de mars, quoi. D'accord, ouais, donc vraiment le début. Quoi. Vraiment le début. Et donc voilà, donc du coup avec Thomas, donc mon associé. On s'est réparti un petit peu les rôles et puis j'ai tout de suite commencé en fait à faire des maquettes, etc. Et puis on a 2 devs qui ont tout de suite commencé à faire des petits prototypes d'applications. Parallèlement à ça, Thomas, qui est plus du côté, on va dire, business développement, etc., a essayé de rentrer en contact en fait avec le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés en fait assez rapidement à discuter avec l'INRIA, qui avait été chargé quelques jours auparavant par le Premier ministre de faire Stop Covid. D'accord. On leur a montré ce qu'on avait fait et en fait personne n'avait rien fait encore, à part nous.
Et du coup, on leur a montré des maquettes, des protos, etc. Et ils ont dit, ah bah ok, manifestement, ils ont apprécié un petit peu ce qu'on a fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est rentré dans le truc, petit à petit, quoi. Et puis on est resté, j'imagine, parce qu'on était pertinent dans ce qu'on faisait. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est rigolo. Sur le coup, c'était assez marrant de se dire qu'on rentrait dans un consortium d'organisations dans lequel il y avait Orange, Capgemini, Dassault Systèmes et Lunabi Studio. C'était hyper improbable et au départ, en fait, on n'était pas hyper serein quand on se demandait comment ça allait se passer. Ouais, parce que là, en termes d'adrénaline, comment ça se passe quand on vient toquer à la porte du gouvernement en disant voilà, on a ça de prêt à vous proposer. Ouais. Y a quoi qui se passe dans la tête à ce moment-là C'est pas un client, on va dire, un peu... En fait, on n'en est pas à notre coup d'essai. Donc, en fait, le truc, c'est qu'à aucun moment, on a dit qu'on savait faire des trucs qu'on ne savait pas faire. En fait, sur tout ce qu'on a proposé, on était hyper à l'aise parce qu'on savait qu'on est compétent sur le sujet des applications mobiles. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment cantonné à ça, en fait. D'accord. On s'est vraiment cantonné à développer les applications mobiles, l'interface utilisateur, concevoir le truc, etc. Et du coup, en fait, alors je ne sais pas si c'était vraiment de l'adrénaline ou à des moments il en fallait un peu parce que. Mais ouais, il y avait une forme de pression, c'est clair, parce qu'il fallait livrer un truc qui soit top. En fait, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on était un peu dans notre zone de confort, en tout cas d'un point de vue des compétences techniques, quoi. Oui. Donc voilà. Et donc concrètement, le rôle de Lunabi, quand je télécharge moi l'application Stop Covid, c'est l'interface utilisateur, ça c'est Lunabi, c'est le travail de Lunabi. Carrément, c'est nous qui avons appuyé sur le bouton publier l'application sur l'App Store. Ok. Donc c'est rigolo, on intervient sur les comptes App Store qui s'appellent gouvernement français. Et c'est vrai que quand tu appuies sur le bouton, c'est surtout la première fois, donc le 2 juin dans l'après-midi. La petite goutte de transpiration. Ouais, c'est ça. On s'est filmé en train d'appuyer sur le bouton. Voilà l'adrénaline un peu là. Ouais, non mais c'est sûr qu'il y a. Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs, surtout que ça a été. Enfin, évidemment, il y a eu plein de challenges quoi, en cours de route. Donc il y avait tout ça derrière, il ne fallait pas gâcher. Quoi, Ouais, et puis on en a beaucoup entendu parler finalement aussi de cette application sur différentes choses. On a parlé de récolte des données, protection de la vie privée, etc. Vous, en tant que Lunabi, vous avez quoi comme regard sur tout ça, sur ce côté un peu vie privée, protection des données, c'est vrai que dans l'actualité, c'est le plus gros qui ressortait de cette application. Ouais. Alors, déjà, le premier truc, en fait, le premier regard qu'on a, c'est que c'est hyper simple. Nous, si on pensait que la vie privée des utilisateurs était à risque, on n'aurait pas fait ce projet. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu tout ce débat, il y a eu plein de choses, plutôt pour des raisons politiques, sociétales ou autres. Mais d'un point de vue technique, ce débat, il a assez peu de sens en fait. Parce que les données qui sont collectées par l'application, c'est tellement dérisoire. C'est quelques identifiants qui sont anonymes, qui sont aléatoires, qui sont éphémères. Donc, en fin de compte, même imaginons que demain, il y a un hacker qui hack le serveur de Stop Covid. D'abord, je lui souhaite bien du courage, parce que comme évidemment tous les regards sont focalisés dessus, je peux vous dire que c'est hyper sécurisé. Donc, tout le projet a été développé et suivi avec beaucoup d'attention par un organisme qui s'appelle l'ANSSI. C'est marrant d'ailleurs, on faisait plein de blagues à ce propos parce que nous on est à Chambéry puis on allait en réunion avec l'ANSSI et donc l'ANSSI, mais ça s'écrit pas pareil, donc c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et donc ce sont des gens qui sont au top niveau de tout ce qui se fait en matière de sécurité informatique. Et donc ils ont vraiment suivi ça de très très près, quoi. Chaque ligne de code qu'on a écrit, ils l'ont vérifié, ils ont fait plein de tests, etc. Donc du coup, c'est compliqué de hacker ce serveur, enfin vraiment très compliqué. Et ensuite, les données qu'on va y trouver, c'est quelques identifiants anonymes. C'est le fait que AWZ3 a rencontré W9B8 sur une période de 15 minutes.
Ouais, donc très peu de risques. C'est ça, exactement. À choisir, moi si je suis un hacker malveillant, je préfère aller hacker le site d'une banque que Stop Covid, quoi, très clairement. On ne donne pas de bonnes idées, attention. Non, mais je veux dire, non mais c'est pour dire, parce que en fait, non mais c'est pour être clair, parce que en fait, le risque zéro, il n'existe pas, nulle part. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, le seul truc qu'il y a, c'est un rapport entre ce qu'on gagne à hacker quelque chose et la difficulté pour hacker quelque chose. Et ce ratio-là, dans le cadre de Stop Covid, il est excellent, quoi. Enfin, il est excellent du point de vue de la sécurité des utilisateurs. Ok. Du coup, pour conclure, Chambéry, est-ce qu'on peut dire nouveau berceau de la tech en France? Je pense qu'on a des atouts. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé, c'est que quand on se balade à Technolac, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Silicon Valley, quoi. Ça ressemble vraiment, physiquement, quoi. Et donc, il y a plein d'atouts. Je pense que c'est une région qui est dynamique, c'est top. Nous, l'essentiel de nos clients sont à Paris et on voyage pas mal et on n'est jamais handicapé par ça en étant à Chambéry. C'est une situation qui est quand même assez centrale. Exactement, les transports, il y a vraiment ce qu'il faut en termes d'infrastructure, etc. Et puis à côté de ça, on a un cadre de vie qui est quand même sympa, quoi. Ce qu'on dit à tous nos clients qui sont à Paris, nous, c'est qu'on préfère les stations de ski aux stations de métro, quoi. donc voilà. Super. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis à bientôt au 79 pour le prochain meet-up. Ouais, carrément. À très bientôt au 79. Ça roule. Merci. Il y a Sophie qui a sorti le paquet de mecs. Oh, trop bien. D'ailleurs, on la reçoit là, juste après. Elle va nous parler du O79. J'arrive. Allez. Salut Sophie. Bonjour JB. Salut Sophie. Merci d'avoir fait le long déplacement, l'accueil du O79 jusque dans cette salle ici. Alors toi, tu es l'un des premiers visages que l'on voit quand on pousse la porte du O79, quand on rentre dans les locaux du tiers-lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, donc c'est vrai que je m'occupe de tout ce qui est accueil. Donc premier contact, oui, mais je pense que les personnes qui viennent, il y a déjà un autre contact, je suis le premier contact physique. Et du coup, mon but, c'est d'accueillir chacun, quel qu'il soit, entrepreneur, jeune, quel que soit son niveau, j'allais dire d'études, quel que soit son âge, d'être là pour cette personne, à l'écoute, et puis de lui proposer de le rendre sa vie confortable. Oui, et on sait que ce premier accueil est important dans un tiers-lieu comme le nôtre, où la convivialité est mise en avant, le réseau, etc. Donc oui, j'imagine que c'est quand même... Oui, c'est ça. Selon la personne qui vient, tout de suite, on voit. L'idée, c'est de l'accueillir, d'écouter son vrai besoin, de lui montrer le lieu, de lui présenter même des personnes qui sont là, pour qu'il y ait déjà des connexions ou des informations, des choses qui se passent entre les gens. Et puis ensuite, de voir si effectivement il est intéressé pour venir coworker, ou faire du télétravail, ou louer des salles, enfin voilà. Et avec ce confinement soudain, où la structure a dû fermer comme bon nombre de structures accueillant du public, comment ça s'est passé cette période pour le O79, un peu en termes de pause forcée? Donc clairement, c'était un choc. L'utilité, surtout qu'on est... les personnes comptent sur nous, comme beaucoup, on se croit indispensable. En fait, il s'avère qu'effectivement, les personnes ont découvert d'autres choses. Donc le lieu a fermé, mais en revanche, on est resté en lien avec les personnes qui fréquentent le lieu pour savoir comment ils allaient, pour envisager la réouverture. Qu'on a d'ailleurs, on a fait tous les aménagements qu'il fallait au niveau de la distanciation, de l'hygiène. Et donc voilà, et puis ils ont été touchés par cet appel. On était plusieurs de l'équipe à prendre des nouvelles. On a continué à garder le lien en fait. Et puis voilà. D'ailleurs, c'était ce qui est affiché sur les réseaux sociaux du O79, c'était de continuer à garder le lien malgré la distance. C'est ça, on est un lieu de lien, un lieu de réseau, de bien-être, et ça contribue. Et depuis la réouverture, le retour des habitués du O79 ou même des gens un peu qui arrivent, quel est-il ce retour des personnes? Au niveau fréquentation, au niveau... Ou même dans l'état d'esprit, en fait. Est-ce qu'il y a ce côté ouf de sortir de la maison, de revenir... Oui, c'était attendu. En fait, le manque des personnes, c'était vraiment le lien, de retrouver... ça devient des potes ou des relations professionnelles. Donc, et puis de retrouver l'esprit convivial,
le café, voilà, les repas ensemble. Les grandes tablées. De pouvoir aussi Justement, sortir de... Il y a un événement que nous, on aime beaucoup avec Candice. Ce sont les grandes tablées quand même. Ouais. Se retrouver autour d'un repas tous ensemble. Avec une culture à chaque fois différente. Il y a eu quand même pas mal de grandes tablées. Et on est frustrés parce que la dernière grande tablée, c'était genre quelques jours avant le début du confinement. Ça devait être le couscous en plus. Oui. Donc, j'espère que ça va revenir petit à petit. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'est un espace de travail, mais c'est un espace de convivialité aussi, parce que voilà, c'est un espace de vie. Ouais. Les gens viennent, passent quand même des journées à travailler, donc c'est un espace de vie. Donc la convivialité, pour nous, c'est ultra important. Et oui, il y a un pique-nique... du coup, au mois de juillet qui est organisé, voilà. Et puis on reprendra les grandes tablées. L'idée des grandes tablées, c'est sur inscription et c'est d'avoir des liens avec les commerçants ou les restaurateurs spécifiques ou du quartier. Donc c'est pour faire aussi tourner le commerce de proximité. C'est ça. Ouais. Et pour revenir à cet aspect coworking, on a vu que le télétravail, on a beaucoup parlé du télétravail à juste titre pendant le confinement. Là, on se doute que les espaces de coworking, ces nouveaux espaces, ces nouveaux tiers-lieux, ils ont un rôle à jouer pour prendre le relais du télétravail. Complètement. Parce que le télétravail, en fait, est différent s'il se fait... Le télétravail, c'est à différents niveaux. Il peut se faire à la maison. En revanche, la machine à laver, les enfants, voilà, c'est peut-être pas confortable, mais c'est déjà une distanciation aussi par rapport à l'entreprise, au siège. Et ensuite, il y a ces espaces coworking ou tiers-lieux qui sont vraiment propices à venir travailler dans des conditions d'efficacité, de convivialité, de montée en compétences, de réseau, enfin voilà, de créativité aussi. Donc oui, il y a vraiment un rôle à jouer. Et la créativité, nous on la voit ici, dans ce studio, Candice. Grâce à, finalement, on peut dire grâce à ce confinement, on a pu avoir l'idée de créer ce studio, de la spéciale émission Audio 79, et puis aussi des webinars, du coup, ça va permettre de mettre en place des webinars. Donc, tout à fait, oui, de mettre pour que les gens puissent... C'est une belle idée, en tout cas c'est une belle idée parce que c'est du dynamisme, c'est de la jeunesse, c'est l'esprit du moment, c'est surfer sur la vague, c'est donner du punch Finalement, la créativité, c'est pas arrêté pendant ces 2 mois de confinement. Non, c'était peut-être même au contraire le moment où il y a des choses qui se sont passées par ce manque personnes ont ressenti des manques et donc c'était l'idée... même peut-être inconsciente de ok, qu'est-ce que je mets dedans, et puis du coup il y avait de belles choses qui se font. Très bien, merci Sophie. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure autour d'un bon café. Avec plaisir. Hey Candice, regarde, elle a pas trop la classe ma visière? Non, JB, ça va pas du tout là. Il faut en parler à un vrai spécialiste de la conception de visière. Et justement, Yannick Marco, qui fait partie du Fab Lab, le prototype à Chambéry, va nous en parler. Et on le reçoit maintenant et il va nous expliquer toute la conception d'une visière. Ouais, t'es bien pourtant. Non. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour ce premier studio au 79, le Haut Studio. Tu travailles au Fab Lab de Chambéry, le prototype. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Exactement. Alors, je m'appelle Yannick Marco. Je suis bénévole et donc trésorier du Fab Lab de Chambéry, alias le prototype. Donc, le Fab Lab, en fait, c'est un tiers-lieu centré autour du numérique, dont l'objectif est de proposer des activités autour du numérique via des formules d'abonnement pour nos adhérents, par exemple, particuliers, étudiants ou professionnels, et aussi de proposer de privatiser le lieu pour des professionnels qui auraient besoin de prototyper très rapidement des objets, ce qui ne serait pas possible avec des gros industriels, par exemple en France ou en Chine. Donc on a cette double casquette un petit peu publique et privée. D'accord. Quand on entend le mot Fab Lab, on pense tout de suite à imprimante 3D, découpe laser, etc. Et surtout à l'esprit maker, en fait. On entend souvent ce mot, l'esprit maker. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, ce fameux esprit maker? Alors, l'esprit maker, on pourrait en parler très très longuement. Déjà, pour définir un maker, finalement, c'est une personne finalement qui fabrique. C'est l'acronyme d'ailleurs, la traduction de to make en anglais, fabriquer. C'est quelqu'un qui fabrique par soi-même. On est un petit peu comme dans la mouvance du do it yourself, faire par soi-même. Par contre, les makers vont plutôt être centrés sur de l'ingénierie, sur des outils comme tu l'as précisé, impression 3D, découpe laser. L'idée, c'est de fabriquer des objets un petit peu techniques, innovants, qui n'existent pas forcément.
il y a toujours cette notion de recherche. Et puis dans l'esprit maker, il y a aussi la communauté finalement, puisqu'on a des makers qui sont rattachés à notre Fab Lab, qui viennent partager parce que, pour des questions par exemple financières, qui ne peuvent pas s'acheter leurs propres outils d'un type imprimante 3D, découpe laser. On a pas mal de makers aussi indépendants qui sont chez eux, dans le salon, au fond des garages. Par contre, on a ce point commun de partager finalement toutes nos connaissances. Comme on le verra d'ailleurs plus tard, on a cette capacité de proposer par exemple nos modèles 3D, de discuter ensemble, de partager pour donner de la connaissance, au contraire pour apprendre, parce que très souvent les makers sont autodidactes. Oui, tu soulignes le fait de cet élan de solidarité de la communauté des makers. On l'a vu avec cette période de crise sanitaire, ce confinement, il y a eu un gros rôle des makers dans la construction de visières, etc. Et un élan de solidarité aussi sur les réseaux sociaux, Candice. Oui, il y a eu un groupe Facebook qui a été créé, qui s'appelle Makers contre le Covid 73 Savoie, et donc qui a été créé le 30 mars, 15 jours après le début du confinement en France. Donc ce groupe avait pour but en fait de coordonner les personnes capables d'imprimer en 3D sur la Savoie pour lutter contre le Covid. Et donc ça a permis de recenser les besoins, les capacités de chacun sur ce département. Et donc c'était important en fait d'avoir toutes les compétences pour concevoir, certifier, reconnaître les travaux. Donc vous dites sur le groupe Facebook que vous avez donc réalisé, et donc de mutualiser tous les domaines en fait, comme le médical, l'ingénierie informatique, électronique. Voilà. Et donc ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'il y a 6842 visières qui ont été distribuées gratuitement. Exactement, quasiment 7000. On en revient justement à cet esprit maker dont je parlais. Finalement, en l'espace de 3-4 jours, on a réussi, grâce à Julien d'ailleurs, un petit dédicace à Julien pour avoir managé et géré ce groupe, qui est un makers indépendant. Et en fait, on a réussi à mettre tout en place une communauté, un maillage territorial, puisqu'en fait, on a découvert plein de makers qui n'étaient pas forcément rattachés au Fab Lab, mais en tout cas, on a réussi à mettre en place toute cette communauté jusqu'au fin fond de la Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, Moutier. On a même distribué des visières, par exemple, à La Plagne, et dans d'autres communes de haute montagne. Et donc, justement, on a réussi à mettre en place toutes nos connaissances. On a partagé nos modèles. C'est aussi dans l'approvisionnement de matière, par exemple, qui a été un des soucis, par exemple, puisqu'il fallait se faire livrer aussi en matière première. Bien sûr, on l'a vu. Donc on a réussi à se partager finalement tout le matériel nécessaire à la fabrication des visières, que ce soit la matière première pour l'impression 3D, que les transparents A4 qui nous ont permis de faire les fameuses visières, les élastiques, etc. Donc effectivement, ça a été la force en tout cas de ce groupe. Et les plexis comme au 79 par exemple, c'est vous aussi qui avez exactement, qui avez là on est plus sur l'offre Fab Lab autant que telle. Ouais. Mais très rapidement, en fait, on nous a dit le O79 a besoin de réouvrir. Il nous faut, suivant le protocole sanitaire, il nous faut des barrières plexiglas. On avait la matière première, là, heureusement. Et justement, on a pu concevoir un nouveau modèle très rapidement, avec du bois aussi derrière. Parce qu'on a quand même essayé de faire quelque chose qui s'intègre aussi dans l'environnement de travail ici même. Et donc, on a pu proposer ce genre de service. Et au moment de l'essor des imprimantes 3D, des découpes laser, on a souvent aussi entendu parler que ça représentait l'après, ce genre d'outils, ce genre de dispositif. Là, avec une crise sanitaire aussi imposante comme on l'a eu, et dans ce fameux monde d'après qu'on entend un peu pour tout et rien à droite à gauche, on sait quand même qu'on va pouvoir compter de plus en plus sur tout ce qui est les Fab Labs, les imprimantes 3D. Exactement. L'objectif de notre lieu, il est vraiment de donner accès à des nouvelles technologies. Alors, nouvelles technologies, certains me diront, l'impression 3D, ça a plus de 20 ans finalement. Mais ça s'est démocratisé en fait réellement déjà depuis 2018-2019. Ça s'est davantage accéléré pour ce process-là en tout cas, durant le confinement. Je pense que tous les vendeurs de machines ont été en rupture de stock, y compris sur les machines d'ailleurs. Donc il y a un engouement pour le numérique. Après, ce ne sont pas des process qui sont très faciles d'accès non plus. C'est des technologies un petit peu particulières. Donc effectivement, là, le Fab Lab, il peut amener justement aux personnes qui désirent fabriquer de venir apprendre à utiliser ces outils, à partager leurs connaissances. Ça, c'est sur la partie process. Et puis même de manière globale, on voit que désormais, dans les usages, on essaye, au travers des Fab Labs, de voir comment on pourrait réutiliser nos objets finalement. Puisqu'on a un usage, mais l'idée, c'est de penser aussi à l'après. Deuxième usage, troisième usage, pourquoi pas. Là, je n'ai pas d'idée concrète à vous montrer, mais l'idée, c'est, encore que si on a un exemple, par exemple, avec une société qui recycle des skis, et l'idée, c'est de reprendre ces skis, par exemple, pour en faire un autre usage, pour refabriquer
Nous-mêmes, on va fabriquer nos caissons de machines, par exemple, avec du ski recyclé, par exemple. Donc c'est sensibiliser aussi à l'éco-responsabilité. Voilà, donc il y a cette notion locale, le tissu, on parlait du maillage local, il y a aussi la notion de recyclage, donc réutiliser aussi des matériaux, parce qu'on parlait de l'impression 3D, mais on a aussi de la découpe laser. On peut découper du tissu, du cuir, du bois, du plexiglas aussi. Donc en fait, le Fab Lab va pouvoir promouvoir ces usages, et après libre à chacun aussi d'utiliser sa créativité pour le futur. Et enfin, le prototype a réouvert depuis le 1er juin, je crois, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un engouement des particuliers, des entreprises de vouloir un peu se former à ces outils? On croise les doigts pour que oui, puisque notre Fab Lab est c'est une association en fait privée, donc on vit en fait de nos adhérents. Et effectivement, l'objet en fait, c'est de ramener un maximum de gens autour de ces usages numériques. On va d'ailleurs proposer probablement au mois de juillet un mois ouvert où chacun pourra venir gratuitement découvrir nos différents process, utiliser les machines, justement pour essayer de donner cette impulsion dans l'usage de ces nouveaux outils. Très bien, on retient la date de juillet, on ira faire un tour. Voilà, tout le monde est bienvenu. Donc, super. Voilà. Merci Yannick. De rien, merci. À bientôt. Avec plaisir. Et on enchaîne avec nos 2 prochains invités, Camille et Lucas. Camille qui est donc une étudiante et qui est aussi présidente de l'association La Feuse, et Lucas qui est un jeune youtubeur et qui fréquente depuis peu le O79. Bah go. Salut Camille, salut Lucas. Salut. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui dans ce magnifique studio. Voilà, on l'a pas dit encore, mais ce studio est fantastique. On a mis des petits éléments de déco pour que vous soyez à l'aise. J'adore. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Donc merci d'être avec nous. Camille, toi, tu es présidente de l'association étudiante La Feuse, Fédération des étudiants de l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est ça. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ce que c'est que La Feuse? Ok, donc la Feuse, c'est la fédération territoriale de l'Université Savoie, donc on regroupe toutes les associations donc, de l'université. Et là, nous, notre objectif aussi, c'est de rallier le bassin chambérien et le bassin annécien en mettant en place des projets sensibilisants pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, le sport et le handicap, la défense des droits. En fait, c'est des projets vraiment sensibilisants sur différentes thématiques de la société. Et notre but aussi, c'est de regrouper un maximum d'associations cette année parce que on sait que elle est toute nouvelle et on veut vraiment une nouvelle dynamique de cette FEDT cette année. Donc on pense que c'est important aussi de se mettre en lien avec vous, de se mettre en lien avec le territoire, avec les différents acteurs, les différents élus et la mairie. Ton emploi du temps en tant que présidente, il consiste en quoi en fait? Alors mon emploi du temps, ça consiste à appeler des personnes, appeler des élus, appeler des acteurs, avoir des rendez-vous, tout ce qui est administratif, je me mets en lien avec ma secrétaire, mettre en place aussi des réunions de bureau et communiquer avec tous les membres de mon association. Et aussi, toutes les associations, mettre en place des conseils d'administration. On a dit qu'on essaierait d'en mettre au moins 3 fois dans l'année. C'est du coup pour essayer de sensibiliser les assos sur différentes thématiques et pour qu'eux, ils puissent mettre en place des projets sur le territoire. Passionnant alors. C'est ça. Pas de quoi s'ennuyer. Très intéressant. Ah non. La Feuse fait partie du club Qu'Estudie. Oui. Le club Qu'Estudie, Candice, toi, tu as des choses à nous dire. Bien sûr. Alors déjà, qu'est-ce que Qu'Estudie Chambéry? C'est une marque jeunesse donc qui rassemble, c'est un site internet en fait qui rassemble toutes les informations pour les jeunes de 16 à 25 ans. Également très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, qui a été créé par la ville de Chambéry et Savoir Information Jeunesse, donc qui est un service de la mission locale jeune. Et donc après avoir créé cette marque jeunesse Qu'Estudie, on a décidé de créer donc le club Qu'Estudie, qui est à destination des associations principalement donc étudiantes de Chambéry, qui est en lien avec un réseau de partenaires privés et institutionnels, dont la mairie de Chambéry, l'agglomération et des entreprises. Et donc en fait ce club il permet donc d'aider, de renseigner, de mettre à disposition des outils pour les associations, et aussi d'avoir une visibilité auprès des étudiants et donc plus d'adhérents aussi pour les associations étudiantes. Et ça permet du coup de valoriser les BDE grâce à la mise en relation, l'apport financier, l'aide au projet, etc. Et donc il y a eu un rassemblement, un premier rassemblement au 79 de ce club Qu'Estudie au 79 du coup. Et il me semble que du coup tu en faisais partie, C'est ça. Camille.
Et là, pendant cette réunion, je représentais le BEAPS. Mais là, du coup, il y avait Laura, l'ancienne présidente, qui était là pour la FEDT. Et l'avantage, c'est qu'on a réussi à se mettre en lien et à du coup découvrir un peu le club Case Study, le O79, à quoi ça ressemblait, à quoi ça servait. Et vraiment, c'est super intéressant et ça a permis de créer une dynamique avec toutes les associations et peut-être même avoir une cohésion cette année avec toutes et créer ensemble des projets. Et pour toi, en tant que jeune étudiante et présidente d'asso étudiante, pourquoi c'est important d'être active dans cette parole des jeunes en fait ? Nous, en fait, on a quand même un vécu avec eux, avec les étudiants, parce que nous aussi, on est nous-mêmes étudiants et on peut les représenter d'une bonne manière et puis on peut du coup avoir ce vécu et pour pouvoir discuter avec eux et savoir qu'est-ce qui se passe et ainsi faire remonter ces problématiques et thématiques par la suite. C'est donc un moyen donc, de les représenter et de mettre en place des projets. Comme on dit, l'association, c'est sur 2 pieds, la représentation et l'innovation sociale, donc les projets plus la défense des étudiants. Et les retours, les échanges qui ont eu lieu pendant cette rencontre du club, parce que nous on était animateurs avec Candice, on a trouvé qu'il y avait des belles idées qui venaient directement des jeunes. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé aussi ? L'avantage, c'est que quand on est dans des associations, on fait des groupes de travail et on met en place des week-ends de formation. Et là, c'était un petit peu ça. Il y avait des groupes de travail, des idées innovantes sur la ville de Chambéry, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a des idées innovantes qui sont sorties. Et surtout, c'est pour améliorer la ville. Et c'est vraiment... c'est mieux pour en parler que les étudiants et les assos. Ouais. Super. Top. Merci Camille. Pas de souci. Lucas, à toi maintenant. Enchanté. Toi, tu fréquentes le O79 depuis la fin du confinement, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Comment tu as découvert le O79 ? Alors, il faut savoir, de base, j'ai lancé une chaîne YouTube depuis 6 mois qui s'intitule « Lucas, tout est possible ». Pourquoi ? Car tout est possible dans la vie. Il faut bien le reconnaître. Donc, pourquoi je fréquente le O79 ? De base, j'habite en campagne. Donc, pour éditer une vidéo, ça prend à peu près 3 ou 4 heures en fait. Ouais. Donc, c'est très très long. Tu veux dire qu'il n'y a pas la fibre optique dans ta campagne ? Il y a eu un article dans le journal comme quoi... C'est un bon début. Voilà. Exactement. Donc du coup, j'ai appelé directement sur le O79 au bureau. J'ai vu 50 € la journée pour pouvoir louer un espace. Et donc j'ai appelé directement et je me suis rendu compte que c'était gratuit, de 16 à 25 ans pour les jeunes. Donc ça, c'est quand même un point fort et un point positif assez énorme. Hein. Donc du coup, on a accès à la fibre optique et donc je passe de 3 heures à 5 minutes pour éditer une vidéo. C'est un gain de temps énorme. Phénoménal. Le 21e siècle un peu. C'est ça, c'est ça exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît quand tu viens au 79 ? Qu'est-ce qui me plaît ? Alors, en premier, je dirais, on rentre directement, on se sent dans une énergie positive, juste extraordinaire que j'ai pas pu forcément vivre auparavant dans ma vie. Les personnes sont juste top ici. Je pense qu'il n'y aurait pas d'autre chose à dire. Vraiment, c'est la base ici, la positivité. D'accord. Voilà. Même à peu de temps après ton arrivée au 79. Hein, c'est ça. T'as vraiment senti un peu ce côté un peu réseau, convivialité, accueil. Exactement. D'accord. C'est comme une sorte de famille en fait, une petite famille. Ouais. Et pour toi, c'est valorisant de sortir de chez toi pour venir travailler dans un lieu comme ça. Il y a mes parents, mais bon. Oui. Voilà. Je pense que notre vie n'est pas basée sur vivre avec ses parents, mais bon, c'est quand même important. Mais juste pouvoir l'ouverture d'esprit et se connecter à d'autres êtres humains, c'est très important. Toi, Camille, tu as prévu de revenir au 79, soit en tant qu'étudiante jeune ou avec la FEUS ? L'avantage, c'est que maintenant j'habite sur Chambéry et on veut du coup essayer de se mettre en lien aussi vraiment avec O79 et on va essayer de venir le plus souvent possible en tant que FEUS et aussi en tant qu'étudiante moi-même pour faire mes propres recherches, ça serait intéressant aussi. Écoutez, la porte est ouverte, nous on sera là pour vous accueillir en tout cas, café, thé, cake. Une bonne grenadine et le cake. Parce qu'on a pu voir sur ta chaîne YouTube effectivement une vidéo où tu fais la promo du O79 et où tu vantes les mérites des biscuits. Si on veut manger gratuitement et boire gratuitement, très important. Très bien, merci à tous les deux et puis à bientôt au 79. Merci beaucoup. Pas de souci, merci beaucoup de nous avoir proposé cette interview. Très gentil à vous, Salut. Merci beaucoup. Et voilà, cette émission touche à sa fin. On espère que vous avez apprécié les différents invités qui étaient avec nous aujourd'hui. On se revoit peut-être bientôt sur les internets ou... Au 79 ? Bah oui. Allez. À bientôt. À bientôt. Ciao.